Ok, donc on enregistre, c'est nickel. Donc effectivement, merci Pierre, j'avais oublié de me présenter. Donc je suis Gaël Blondel, je suis vice-président à la Fondation Eclipse et je manage l'équipe européenne de la Fondation Eclipse. Et en fait, sur le thème du jour, qui est comment on fait de l'open source depuis Toulouse, j'en ai profité pour reprendre un peu mon parcours de ces 15 dernières années. Avec un élément, c'est que finalement, je crois que quelque part, ça va être quelque chose assez commun à une partie des intervenants de ce matin. Moi, je suis en remote depuis 2010, avec, je dirais, avec une certaine fierté que j'ai jamais passé plus de 5 jours consécutifs de ma vie professionnelle à Paris. La plupart du temps, soit pour assister à une conférence, soit pour donner des formations. Et en fait, depuis 10 ans, je travaille ici. Donc, c'est un bureau, oui, dans ma caméra, j'ai quelque chose qui ressemble à un bureau. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de débit. C'est vrai que j'attends avec impatience le déploiement de la fibre dans ma rue, vu qu'elle est dans la rue d'à côté, et qu'on m'a promis ça depuis plus de 2 ans. Mais malgré tout, c'est possible de travailler en remote, et même si en ce moment, c'est le lot commun, je pense que c'est un mode de travail intéressant. C'est aussi possible de faire de l'open source depuis Toulouse. En tout cas, pour moi, ça a été aussi possible de faire de l'open source depuis Toulouse parce que je passe quand même beaucoup de temps à passer par l'aéroport de Blagnac. Donc, malgré tout, voyager pas mal. Et puis, du coup, ça amène en cette période aussi à une question sur la redéfinition de comment ces rôles peuvent évoluer dans le futur. Alors, ma découverte de l'open source, elle date de 2003-2004. Enfin, ma découverte professionnelle de l'open source, elle date de 2003-2004, quand je travaillais chez France Télécom, dans une équipe d'architecture technique où on déployait les premiers serveurs Intel avec du Linux. Et le but à l'époque, clairement, était de dire, voilà, si on met du Linux sur Intel, ça coûte beaucoup moins cher que de faire tourner des serveurs HPUX, Sun ou IBM avec des Unix propriétaires. Et déjà à l'époque, mes collègues s'intéressaient plus particulièrement à du Red Hat parce qu'avec Red Hat, on avait le support d'Oracle sur les serveurs Linux. Sachant que depuis, il y a eu beaucoup de chemin fait à ce moment-là, mais fait chez Orange, mais ça, c'était mon expérience. Donc, et moi, j'étais plus sur les middleware Java open source. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai assisté à ma première conférence open source. Alors, c'était Object Web à l'époque. Je suis revenu, j'ai dit à mon manager, ouais, ça m'intéresse, j'aimerais bien m'impliquer un peu plus de ce côté-là. Et puis, ça s'est pas fait chez France Télécom parce qu'en fait, un peu après ça, j'ai été contacté par 2 anciens collègues de Valtech qui m'ont dit, tiens, on crée une boîte, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai été le cofondateur de Petals Link, dans lequel finalement assez rapidement on s'est projeté dans l'idée de on veut connecter les entreprises et donc on va faire un ESB open source. Donc c'était la grande époque des Enterprise Service Bus. Donc on va faire un ESB open source qui s'appelait Petals. Et les gens d'Object Web justement avaient une sorte d'appel à contribution à ce sujet-là, et je me souviens d'une autre conférence Object Web où je suis allé les voir en leur disant vous avez lancé un appel à projet, vous voulez un ESB open source, et nous, finalement, vous le savez pas encore, mais cet ESB open source, ça va être nous, ça va être Petals, quoi. Et donc, c'était assez
assez ambitieux parce qu'en fait, en y réfléchissant aujourd'hui, aucun d'entre nous n'avait vraiment d'expérience de management. On était aussi un peu nouveau à faire de l'open source et on était aussi nouveau à faire des produits. Et une des nombreuses expériences que je retiens de cet épisode, c'est que de cette aventure, c'est que finalement faire de l'open source pour ce qu'on appelle les éditeurs open source. Je sais que c'est un terme qui est cher à Pierre. Être éditeur open source, c'est avant tout être un éditeur, et donc c'est avant tout faire du product management et avoir adopté une approche de gestion de la propriété intellectuelle qui est un peu différente. Enfin, qui est open source. Voilà, donc ça m'a permis de participer à la création de W2 à l'époque. Et puis en 2010, j'ai décidé de quitter Petals. J'ai été en contact avec OBO, donc j'étais le premier salarié d'OBO sur la région toulousaine. Avec Étienne Julio, donc un des fondateurs d'OBO, qui m'a appelé en me disant: tiens Gaël, j'ai un projet, ça conviendrait bien à ton profil. Et le projet en question, c'était Opiz, qui était une suite de Topcase. Et je pense que c'est important de parler un peu de Topcase dans ce meetup, parce que finalement, une des raisons, c'est pas la seule, hein, mais une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui font de l'open source à Toulouse, c'est aussi parce que quand Airbus a fait Topcase dans les années 2005, eh bien, ça a embarqué beaucoup de monde autour de cet outil basé Eclipse pour faire des outils pour l'embarquer. Et donc, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé dans des entreprises qui faisaient de l'open source et qui participaient à Topcase. Je pense à Olivier Prouveau, à Sylvain Vallès, qui vont parler après. Je pense à Benjamin Cabé, qui est peut-être connecté aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi l'idée d'un écosystème. C'est que il y a un moment des investissements comme ça qui créent un écosystème, qui font que derrière il y a une sorte d'effervescence et de réseau qui fait que ça peut se développer. Donc moi, l'aventure Opiz, elle a abouti sur la création de Polarsys, qui était un des premiers working groups de la Fondation Eclipse. Alors les working groups, il y en a une quinzaine aujourd'hui à la Fondation Eclipse. C'est en fait des sortes de groupes d'intérêt, de sortes de petites fondations sur un domaine spécifique au sein de la Fondation Eclipse. Et c'est ce qui m'a amené, après la création de Polarsys, à rejoindre la Fondation Eclipse en 2013. Et donc, oui, à la Fondation Eclipse, il y a l'IDE Eclipse, et il y a des gens qui aiment bien utiliser l'IDE Eclipse, il y en a d'autres qui préfèrent utiliser d'autres choses, mais ça reste un des outils pas mal utilisés. Ça évolue très bien, je pense, ces derniers temps, avec la dynamique autour des language servers en collaboration avec VS Code, avec pas mal de choses aussi autour des outils pour l'embarquer. Mais à la Fondation Eclipse, il y a quand même plus de 360 projets. Et en fait, si vous regardez les grandes fondations open source, que ce soit la Fondation Apache, la Fondation Linux ou la Fondation Eclipse, eh bien, on est la fondation qui a le plus grand nombre de projets. Donc, on a aussi 1600 committeurs, plus de 300 entreprises membres aujourd'hui. Il y a une trentaine de salariés, dont une dizaine qui travaillent en Europe. Et à une époque, on était 3 sur Toulouse. On reste 2 avec Philippe Krief, qui tout à l'heure m'a sorti de ce faux pas de ne pas pouvoir enregistrer. Merci Philippe. Et on a aujourd'hui structuré un peu nos activités autour de 4 domaines. Donc, tout ce qui est Enterprise Java. Donc, c'est le fait que Java EE est venu chez Eclipse depuis 2017, que Eclipse Microprofile aussi définit des nouvelles API. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je parlais
de Benjamin Cabé tout à l'heure, je pense que Benjamin et Sierra Wireless, qui était une des boîtes qui avait participé autour de Topcase, etc., et donc qui a derrière créé beaucoup de petits au niveau de l'open source. Et une des personnes qui est à l'origine de ce que fait la Fondation Eclipse sur Eclipse IoT. On fait aussi beaucoup de choses autour de l'automobile, mais là, c'est plutôt en Allemagne qu'à Toulouse. Et puis les outils, il y a aussi nos outils pour le cloud qui sont intéressants. Et une fondation, ça permet de fournir de l'infrastructure, mais ça, vous l'avez aussi chez GitHub. Mais il y a tout ce qui est à côté, qui est la gestion des licences, la gestion de la propriété intellectuelle, créer un écosystème, mettre en place une gouvernance. Et moi, ma mission là-dedans, c'est vraiment d'aider les entreprises à collaborer autour de projets open source. Et ça amène à échanger à la fois avec les développeurs et avec les managers, dans le sens où il faut que les développeurs ils aient envie de faire de l'open source dans ce contexte-là. Et il faut que leurs managers comprennent que faire de l'open source et faire de l'open source dans une fondation, c'est une bonne façon de collaborer. Donc, voilà, s'il y en a parmi vous qui se posaient la question de à quoi ça sert les fondations alors qu'aujourd'hui, on peut tous collaborer sur GitHub, etc. Un des rôles fondamentaux des fondations, c'est de permettre la pérennité, d'apporter la neutralité et d'insister sur les aspects collaboration ouverte. Donc, j'aime bien ce slide qui, en fait, vous dit, sur GitHub, vous pouvez faire des très bons projets open source. Vous allez peut-être être un peu noyé au milieu de la masse de GitHub, mais et après vous avez le modèle de single vendor open source qui est, je pense, peut-être Sylvain, tu pourras commenter là-dessus au niveau de ce que fait Elastic, qui est finalement, il y a une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est développer l'écosystème, faire du marketing. Et puis, dans les fondations, vous avez cet aspect neutralité qui est très important. Un dernier sujet pour finir, c'est que je pense que tous les bons projets open source, et en particulier ceux qui sont dans des cadres de fondation, ils appliquent 3 principes qui sont la transparence, l'ouverture et la méritocratie. Et ces principes-là font que, alors la transparence, c'est que tout ce qui se passe dans le projet doit être tracé d'un point de vue public, sur une mailing list, un wiki, quelque chose comme ça, toutes les décisions. L'ouverture, c'est que tout le monde peut participer. Et ça veut dire aussi que des individus peuvent participer. Et que depuis Toulouse, avec votre connexion Internet, vous pouvez aller sur un projet. Avec un peu de chance, vous aurez des bugs qui sont marqués good first issue ou quelque chose comme ça. Et vous allez pouvoir commencer à participer. Et en fait, la communauté saura reconnaître votre mérite et au bout d'un moment, vous reconnaîtra de contributeur à committeur du projet. Donc, voilà, c'est quand même un des intérêts de tout ça. Donc, voilà, pour finir, comment on fait de l'open source depuis Toulouse? Personnellement, il fallait déjà décider de venir à Toulouse. Moi, je suis de l'Est de la France. J'ai commencé ma carrière à Strasbourg, chez Alcatel. Et en fait, fin 99, avec ma femme et ma fille qui avait 20 jours, on a déménagé depuis Strasbourg jusqu'à Toulouse. Ensuite, il fallait décider de faire de l'open source. Donc ça, c'est quelque part, c'est ce que j'ai fait quand j'étais CTO de Petalink. Et puis après, quelque part, il y a un moment où c'est aussi se laisser un peu porter par les opportunités, quoi. Et vraiment, moi, ce que j'aimerais avec ce meet-up, c'est que on en fasse une sorte de think tank open source un peu ouvert à tous sur Toulouse. Donc, comme l'a dit Pierre, il n'y a pas besoin d'être membre de Solibre. Si vous voulez échanger sur le sujet, vous pouvez envoyer un mail à Solibre. Si vous voulez discuter avec moi, il y a toutes mes coordonnées qui sont ici. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je pense que j'ai mangé le temps réservé à mes questions.
Effectivement, donc il y aura peut-être un temps à la fin où on pourra poser des questions plus générales et revenir là-dessus. Ouais. Je fais la Donc transition. le Avec Olivier. prochain, c'est Olivier Prouveau. Olivier, Ouais, si vous tu m'entendez? dois pouvoir normalement partager ton écran, Ouais, tout à fait, ouais. eh ben vas-y, on t'écoute. C'est parti. Il devrait y avoir des slides normalement. Alors, j'ai que 10 minutes pour parler un petit peu de mes contributions dans l'open source. Donc, j'ai essayé de résumer ça dans une présentation assez dense, assez succincte. En fait, je vais vous donner un peu mon cheminement dans l'open source. Là, Tout le monde... on voit ton truc scénarii, là. On voit pas Ouais, c'est ça, tes ouais. slides qui. Ah, ok, Ouais, ouais, d'accord, c'est pardon. ça. Vas-y, on C'est voit. ça, c'est le premier. Donc, je vais vous expliquer en une dizaine de minutes mon cheminement dans l'open source depuis 11 ans. Et bon, je ne vais pas passer sur Opis et compagnie dans l'épisode d'avant, puisque ça fait à peu près 20 ans que je fais de l'open source à Toulouse. Et donc, dans ce cheminement, j'en ai tiré trois activités concrètes que je vais vous détailler juste après. Alors, mon activité principale, c'est d'être formateur et consultant en fait sur Eclipse. Alors, j'ai mis une petite définition d'Eclipse pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est ma définition. Après, on peut la façonner comme on veut. J'ai dit que c'était une communauté open source internationale gérée par une fondation dont Gaël fait partie et qui administre des centaines de projets pour développer en gros n'importe quelle application. Donc, j'ai mis standalone, c'est-à-dire qui tourne sur les Mais postes directement. on voit pas tes slides, en fait. Ah, On voit l'autre écran. Si t'as pas on voit quel partagé le bon écran? écran. On On voit voit quel l'écran où il y a écran? ma tête. Euh, Attends, je refais le partage et normalement ça va être le bon. Partager. Si Là, on tu mets un devrait voir. fond fixe sur Zoom aussi, ça économisera de la bande passante parce que les palmiers dans le vent, ça bouffe beaucoup de bande passante aussi. Ah, Mhm. ok. Je vais C'est pas l'enlever. faux. Oh, c'est vrai que. Alors, je vais vous l'enlever. Ouais, ok, ça marche. Voilà, c'est bon, on voit tes slides cette fois-ci. Ah, d'accord. C'est bizarre que vous ne les voyiez pas juste avant. Bon, j'enlèverai. On n'a pas vu ce duel non plus. Hein. Voilà, donc c'est bon pour les slides? C'est bon, vas-y. Ok. Alors, trois activités dont je vous parlais juste avant. Donc, en fait, il y a l'activité de consultant, l'activité d'un open source personnel et puis une troisième activité internet dont je vous parlerai après. J'ai juste un slide par activité, donc ça va aller assez vite pour la présentation. Et en fait, pour chaque activité, je vais vous expliquer ce que j'ai fait au niveau de l'open source, que ce soit en tant que contributeur ou en tant qu'utilisateur. La première activité, donc consultant Eclipse, donc vous pouvez consulter ça sur opcoach.com. Bon, le but de cette activité, c'est de vendre et de réaliser des prestations donc, autour d'open source. On pourrait avoir beaucoup d'activités sur le sujet. Par exemple, on pourrait faire aussi du développement. Moi, je n'ai pas choisi cette voie-là. Je suis parti sur la formation et l'expertise. Donc, je propose des formations d'expertise sur ce domaine-là de l'open source, enfin de Eclipse en particulier. Et pour faire ça, pour mener à bien cette activité, j'ai dû faire pas mal de tâches au sein de l'open source, et notamment être committeur sur Eclipse, membre de la fondation, devoir faire pas mal d'articles et de rédaction d'articles techniques pour crédibiliser cette activité-là, en fait. Aussi, on peut aussi participer à l'open source en sponsorisant des conférences ou en créant en participant aux conférences activement de cette manière-là et en étant également promoteur de la technologie de manière générale. Donc ça, c'est des contributions, on va dire, actives. D'autres contributions qui m'ont permis de mener cette activité en utilisant l'open source, c'était plutôt une utilisation de l'open source avec des outils open source comme WordPress, Dolibar ou Scenari Platform que j'utilise encore pour faire toujours mes cours, même si le rendu peut paraître encore un petit peu austère, mais ça me suffit bien.
LibreOffice ou Git pour gérer le site. Donc ça, c'est une première activité, mais cette activité-là, elle a été consolidée par une deuxième activité d'open source aussi, open source personnel, où sur GitHub, j'ai pu rajouter des projets, publier des projets relatifs à cette activité, avec comme but de crédibiliser cette activité, mais aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que en fait, quand on est consultant dans l'open source, si le projet il vit pas mal, il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de choses à suivre. Et donc, le fait d'avoir des projets sur GitHub, notamment les projets, par exemple, les projets de training ou ce genre de choses, ça va permettre de tester et de valider les technologies. Quand il y a une nouvelle version du JDK ou une nouvelle version d'Eclipse, c'est important d'aller contrôler que ça fonctionne toujours bien. Il y a quelqu'un qui parle avec son micro ouvert. Alors, quelles sont les contributions à ce niveau-là? Du coup, ça va être des contributions en créant des projets, créer des nouveaux projets qui vont être utilisés, qui vont être visibles sur GitHub. Donc, il n'y a pas, c'est pas des projets privés dans ce cas-là. Et du coup, ces projets, j'ai pu aussi les utiliser lors des formations et des expertises que je fais chez les clients. Donc, du coup, il y a aussi fourniture d'un repository. Il y a eu également quelques projets qui ont démarré sur GitHub et que j'ai pu aussi intégrer dans Eclipse après, comme les Spy, par exemple, qui servent dans Eclipse 4. Alors, pour cette activité-là, où j'ai pas mal contribué là, à titre personnel, j'ai aussi encore utilisé l'open source pour la réaliser avec, toujours pareil, WordPress pour communiquer sur le site, toujours Scénarii pour faire les présentations de certains de ces outils-là, d'ailleurs, dans les conférences, donc puis évidemment Git, puisque c'est sur GitHub. Bon, je n'ai pas pris tous les outils open source que j'ai utilisés dans le détail, mais c'est pour donner les grandes lignes. Donc tout ça, ces deux activités-là, elles sont vraiment complémentaires et travaillent l'une avec l'autre. C'est ça qui a permis de consolider tout ça. La troisième activité, elle est assez récente. On va dire, le projet il mûrit depuis 3 ans, mais elle a démarré vraiment en août l'année dernière. C'est carrément créer une nouvelle société en utilisant open source. Donc, cette société s'appelle InterIndep. Son but, c'est de fournir des moyens pour les formateurs indépendants en termes de salles ou d'outils ou de conseils pour développer l'activité des formateurs indépendants. Alors là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait comme contribution dans l'open source? Là, j'ai les calendriers, mon site puisque je commence à bien le connaître. Et dedans, on peut rajouter des plugins, dont certains plugins peuvent être open source. Et il y en a un, par exemple, qui s'appelle Booking Activities, qui est un plugin qui permet de faire gérer le calendrier, j'ai rajouté des activités dessus. Et ce plugin, il se trouve qu'il est en open source. Donc, moi, ça m'arrangeait bien, parce que ça m'a permis d'ouvrir des bugs sur GitHub, par exemple, ou de lui demander des évolutions aux développeurs pour avoir certaines fonctionnalités qui manquaient. Voilà, encore une utilisation d'open source intéressante et j'ai eu des retours instantanés avec le développeur, donc c'était très pratique. Et puis sinon, pour créer l'activité en tant que telle, toujours pareil, créer le site avec WordPress. Par contre, là, je suis parti sur une version from scratch du site. Donc du coup, j'ai pris un WordPress vraiment, on va dire, plus propre que celui d'OPCoach qui datait depuis 9-10 ans. Bon, évidemment, je le mets à jour, mais ça m'a permis de découvrir pas mal de nouvelles fonctionnalités que je ne connaissais pas forcément. Donc, du coup, intégrer des plugins existants. Et puis, toujours pareil, Dolibar pour gérer la société. Dolibar qui est un ERP open source qui permet de gérer les clients, les factures, puis tous les modules que vous pouvez rajouter de manière optionnelle. C'est un ERP un petit peu, on va dire, qui est open source. Donc, derrière, il est vraiment très modulaire et très utile. Ça fait 7 ans que j'utilise sur OPCoach. Puis du coup, je l'ai installé sur cette société également. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces activités, il y a eu pas mal de synergies. Le fait de faire l'expertise, ça m'a permis d'être committeur. Puis du coup, en étant committeur, j'ai pas mal utilisé Git. Donc, du coup, ça m'a permis de créer une formation sur Git assez avancée. Ça m'a permis également, de créer les projets open, les projets personnels. Donc, du coup, ça m'a permis de renforcer la formation expertise. De la formation, je me suis rendu compte que j'avais besoin de salles. Du coup, ça m'a permis de créer InterIndep derrière. Puis InterIndep, ça m'a obligé à créer un site web assez complet.
Du coup, j'ai pu revoir pas mal de choses sur le site d'OPCoach. Puis InterIndep, ça me permet de commencer à créer une petite communauté de formateurs. J'ai un petit groupe Meetup d'InterIndep sur Meetup. Alors, ce n'est pas une communauté open source en tant que telle, mais c'est un peu dans le sens d'une communauté un peu dans le même genre, quoi. En termes de… Donc, c'est très rapide. Donc, on va faire le bilan de tout ça. Sur 11 ans, je ne peux pas descendre plus dans le détail. Il y a eu quand même pas mal de stagiaires de formés, pas loin de 1000 en 11 ans, avec beaucoup d'interventions dans les conférences. Alors malheureusement, les conférences, il y en a un peu moins en ce moment, mais bon, on fait comme on peut. L'activité aussi, elle s'est répandue un petit peu partout, puisque j'ai eu des clients partout en Europe. Après US Océanie, c'était US Asie, c'est plutôt des conférences que j'ai pu faire là-bas. En termes de chiffre d'affaires, c'est quand même assez positif aussi, puisque ça fait 180 000 euros en moyenne par an. Alors, pas tous les ans, cette année, ça va baisser, la moyenne, je vous rassure, avec tout ce qui se passe. Et ça fait environ la moitié de l'année en facturation, et puis l'autre moitié à travailler sur tous ces projets. En termes de statistiques aussi sur l'open source personnel, 27 repositories, par exemple sur GitHub. Bon, ce n'est pas 27 projets directement en rapport, mais ça a permis de faire pas mal d'études et tout ça dessus. Et sur InterIndep, au niveau des stats, ça vient de démarrer. Bon, il y a 50, ça s'appelle des Platinum Trainers sur le Meetup InterIndep. Il y a 16 formateurs actifs qui sont sur le site d'InterIndep pour s'inscrire sur les salles. Et donc, tout ça, en fait, c'est le résultat de l'utilisation de l'open source. C'est vrai que si je n'avais pas eu l'open source pour faire un peu toutes ces activités, je ne sais pas, je ferais autre chose sûrement, mais c'est un des piliers structurants de toutes mes activités. Voilà, au niveau de la présentation, je pense qu'on doit être dans le timing sur les 10 minutes. Pour me contacter, vous avez mes coordonnées ici. Et voilà, si vous avez des questions. Alors, par contre, je ne vois plus le chat là. Oui, moi j'ai une question. Bonjour. Oui, bonjour. Frédéric Darol, Société Oui. Humans Connection. Je vois que vous avez utilisé Dolibar. Oui. Est-ce que vous aviez d'autres choix possibles pour utiliser un ERP en version open source? Je pense particulièrement à Odoo, mais voilà, pour savoir. Oui, alors justement, c'est rigolo parce qu'hier, on a fait un meet-up sur InterIndep. Ouais. Justement, on a parlé d'Odoo hier. Et Odoo, Dolibar, il y a en 2013. Donc Odoo, je ne pense pas que ça existait à l'époque. Et puis, donc du coup, je suis resté sur cet outil-là qui répond bien aux besoins que j'attendais de juste générer les factures et les devis, en fait. Mais après, Odoo, effectivement, on a fait une démo hier et c'est un outil qui est intéressant, ouais, tout à fait. Mais bon, je ne vais pas changer aujourd'hui pour un autre ERP parce que c'est quand même du travail. Mais effectivement, c'est un trop bon outil aussi, ouais. Tout à fait. Ouais. Parce que nous, on l'utilise pas mal chez certains clients, enfin, chez pas mal de clients, et on commence à avoir une expertise assez pointue. Donc voilà, c'était pour. Je l'utilise moi-même dans ma gestion commerciale, donc voilà. C'était juste pour savoir si vous avez eu un petit. Tu pourrais aller demain, tu pourrais aller sur le site d'InterIndep et mettre un commentaire sur la page des ERP, parce que je vais rajouter une page sur ces outils-là et justement faire un petit résumé de la présentation d'Odoo. Ok. Donc, pas de problème. C'est le type de discussion qu'on peut avoir dans le cadre de Solibre, typiquement, comparer des outils business ou autres open source. Olivier, il te reste une minute. Moi, j'ai fini. J'attends les questions s'il y en a d'autres. Sinon, vous pouvez me poser des questions par mail, si vous voulez, sur InterIndep ou sur OPCoach. Ou voilà, il y a mon téléphone aussi, si vous voulez. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, mais on va. Ah, OpenERP, c'était Odoo, d'accord. Ok. TinyERP même avant. Oui, oui. Ouais. Ok. Je propose qu'on donne la parole à Frédéric Rodrigo de Makina pour son expérience. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si je partage mon écran ou pas.
Pas encore. Je ne vois pas ton écran, moi. Ah, non. Bon, je trouve pas, je vais faire ça. Ok. Je suis Frédéric Rodrigo, comme vous l'avez annoncé, de Machina Corpus. Machina Corpus, où on développe sur mesure des applications spécialisées sur le web, la cartographie, tout sur des solutions libres. Ma spécialité, moi, c'est la cartographie avant tout. Voilà, mais je vais surtout vous parler d'un projet que je participe sur mon temps personnel lié à la cartographie, bien entendu, et un petit peu mon parcours. Donc voilà, je voudrais commencer par dire, on ne sait jamais trop où on va. La vie, c'est un peu comme une page Wikipédia. On commence par lire un article, on suit des liens de page en page, et puis on ne sait pas trop où on arrive. C'est un peu, pour résumer mon parcours. J'ai commencé très tôt dans le libre, et le libre par les logiciels libres. Et puis, je me suis intéressé un petit peu plus à ce qu'il y avait autour, notamment Wikipédia. J'ai participé à Wikipédia. De là, j'ai découvert OpenStreetMap à une époque très, très lointaine, on va dire. Et je me suis intéressé à OpenStreetMap pour écrire un article sur le sujet parce que je trouvais le projet très intéressant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au projet, à contribuer pour le tester, pour écrire un article. J'ai écrit mon article il y a plus de 10 ans déjà de ça. Et au final, je suis resté sur le projet parce que ça m'intéressait. Et finalement, je continue toujours par découvrir des choses. Voilà. Et c'est le projet OpenStreetMap qui m'a amené sur la cartographie. Sur OpenStreetMap, j'ai été très tôt dans la communauté OpenStreetMap en France, à une époque où la carte d'OpenStreetMap était vide, c'est-à-dire on traçait sur de la page blanche, il n'y avait rien, il fallait créer les rues, il fallait tout créer. Et j'ai été de ceux qui ont poussé et qui ont monté l'association OpenStreetMap France, donc qui est un chapitre de la fondation. Dans mon parcours, j'ai à la suite de ça aussi, sur la cartographie, été le cofondateur et directeur technique de Mapotempo, qui est une entreprise, un éditeur logiciel que j'ai quitté depuis maintenant que je suis chez Machina, qui est un éditeur logiciel de calcul d'itinéraire et d'optimisation de tournées, donc entièrement sur du libre, basé sur de la cartographie, des solutions OpenStreetMap, des données OpenStreetMap. Chez Machina Corpus, aujourd'hui, ma spécialité, c'est la cartographie web, c'est les données géographiques, tout ce qui est cartographie, et forcément OpenStreetMap. Voilà, avec de l'expertise là-dessus, du conseil là-dessus. OpenStreetMap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la cartographie à la Wikipédia. C'est la cartographie collaborative où tout le monde peut modifier la carte, peut apporter des petites modifications ou, comme c'était possible à une certaine époque, tracer des villes entières. OpenStreetMap, ce n'est pas que de la cartographie qu'on visualise, mais c'est surtout la donnée. On a accès à la donnée, c'est la création de données géographiques, la diffusion de données géographiques. Et là, on peut en faire des cartes, des calculateurs d'itinéraires, de la recherche d'adresses. Et autour de ces données-là, il y a un ensemble de logiciels, il y a tout un écosystème de logiciels. Il y a une fondation ici, mais qui ne s'occupe que des données. Elle ne s'occupe même pas des données, c'est-à-dire elle s'occupe du fait qu'on peut contribuer aux données. La fondation et association, elle s'occupe de ça, de promouvoir les données, la diffusion des données, la création des données, mais elle n'intervient pas dans la donnée et encore moins dans tout l'écosystème de logiciels qu'il y a autour, qui est laissé à toutes les communautés. Ce n'est même pas une communauté, c'est des communautés qui évoluent autour de différentes solutions, différents besoins qu'il y a autour de ces données géographiques. Ma particularité, moi, c'est que je passe un temps important de mon temps libre sur une solution qui s'appelle Osmose QA. Donc, Osmose QA, c'est de la qualité, de la qualité de données, c'est-à-dire qu'on contribue des données, tous les utilisateurs contribuent, retouchent, ajoutent, modifient des données. Et le but, c'est d'identifier des problèmes dans ces données-là. Des problèmes de type, il y a une faute d'orthographe, on a oublié une lettre,
de type il y a des voies qui ne sont pas connectées et du coup, on ne peut pas calculer un itinéraire qui passe par ce carrefour-là parce qu'il n'y a pas de vrai carrefour dans les données, il faut que ce soit connecté. Voilà, donc des règles, il y en a des centaines. Et il y a toute une partie dans le lien avec l'open data. C'est-à-dire que OpenStreetMap, c'est des données géographiques, mais il y a tout le mouvement open data sur lequel je me suis impliqué assez tôt aussi quand ce mouvement-là est né pour faire du lobbying, justement pour pousser à la libération des données, faire des échanges avec les collectivités locales de façon à disposer de données. Et ensuite, ces données-là, on peut les comparer avec OpenStreetMap et on peut en intégrer en partie, mais on le fait assez peu finalement, mais surtout comparer et pointer des manques ou des différences entre de l'open data et ce qu'il y a dans OpenStreetMap, pouvoir améliorer OpenStreetMap pour détecter par exemple il y a un parking à vélo dans des données open data et on ne l'a pas dans OpenStreetMap. Donc là, on peut se poser la question, soit avec une photographie aérienne, on peut l'ajouter, soit on peut aller vérifier sur le terrain, il y est pas, voilà, ou alors des attributs complémentaires, on connaît le nombre de... On a déjà le parking à vélo, mais la donnée open data nous dit qu'on peut garer 15 vélos dessus, par exemple. Voilà pour le projet lui-même, ce qu'il fait. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une carte avec des marqueurs sur lesquels on peut cliquer et on a le détail de l'anomalie. Voilà, il nous dit il faudrait peut-être corriger ça, ou là il y a un objet supplémentaire qu'on n'a pas. Voilà, et donc ce projet-là, on est deux réellement à travailler dessus. Donc moi, je suis sur le code et j'ai une autre personne avec qui je travaille là-dessus qui est sur le déploiement. Parce qu'effectivement, on fait des calculs, c'est un logiciel libre, mais surtout, on le fait tourner ce logiciel-là. En gros, il y a quelques personnes qui l'utilisent de par ailleurs, mais c'est essentiellement nous qui le faisons tourner sur le monde entier pour analyser les données d'OpenStreetMap. Et donc, tous les jours, on revalide l'ensemble des données d'OpenStreetMap. Et donc, pour faire ça, il faut écrire toutes les règles, les centaines de règles qu'on a. Mais il faut aussi l'exécuter, le faire tourner. Et donc, on a une quinzaine de serveurs à travers le monde qui tournent en permanence pour revalider les données. C'est un projet où c'est pas moi qui l'ai créé, mais c'est moi qui l'ai repris assez tôt dès le début, c'est-à-dire environ un an après sa création, j'ai repris le projet en main. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis le mainteneur de ce projet-là. Et c'est un projet où finalement, il y a assez peu de contributeurs externes ou occasionnels ils écrivent quelques règles ou une règle de contrôle et puis ils disparaissent. Par contre, il y a une réelle communauté d'utilisateurs derrière qui l'utilisent de façon personnelle ou professionnelle pour tous les usages professionnels qu'on peut retrouver d'OpenStreetMap, réutilisation de cartes, calcul d'itinéraire, tout ça, et qui l'utilisent réellement. Et donc, il y a pas mal de demandes et de retours d'utilisateurs. Et une grosse partie finalement du travail, c'est pas d'écrire du code ou de faire tourner des serveurs, même si ça prend du temps, mais c'est aussi de gérer toutes ces relations-là avec ces utilisateurs-là. Quand on code ça sur son temps personnel, que ça nous prend peut-être 8, 10 heures par semaine, peut-être plus même des fois, on n'a pas forcément envie de s'embêter à répondre à des utilisateurs ou à coder des fonctionnalités que des utilisateurs demandent, alors que finalement on est sur un projet libre et c'est ouvert et que les contributions sont très bien acceptées et intégrées. Donc c'est un peu aussi, on code soi-même pour les choses qu'on a envie ou des fonctionnalités qu'on a envie soi-même de créer ou des challenges techniques qu'on a envie de relever soi-même voilà, parce que finalement c'est le temps libre et on fait un petit peu ce qu'on a envie. Mais voilà, comme je le disais, il y a toute une part un petit peu où on est un petit peu forcé sur la relation avec les utilisateurs qui sont souvent des utilisateurs, des contributeurs à OpenStreetMap, qui sont des contributeurs personnels, à titre personnel, mais il y a aussi toute une partie professionnelle qui utilise cet outil-là et qui ne contribue pas à l'outil, justement. C'est un peu la difficulté de ces projets-là.
Moi, quand j'ai repris le projet, c'était un projet franco-français, un petit outil fait par un Français pour la communauté française. Et au fil des années, j'ai amené ce projet-là à couvrir le monde entier. Donc, besoin de plus de ressources pour faire des calculs, besoin de traduire et de communiquer à cet outil-là, de passer de quelque chose qui était tout en français à quelque chose d'anglais, et toujours voilà, essayer d'essayer vers des communautés à l'étranger, de trouver des ressources de façon mondiale. Et c'est vraiment passé d'un petit projet à quelque chose d'assez grand dans tous les sens du terme. Et c'est pas fini parce que le projet partant de la communauté française est bien intégré, bien utilisé en France, maintenant pas mal en Europe, mais au-delà, pas trop quand même, toujours. Et voilà, sur 10 ans, maintenir un projet, c'est vraiment c'est du petit à petit, c'est-à-dire la stratégie qu'on a avec l'autre personne sur laquelle on travaille, c'est vraiment on y travaille petit à petit. On n'est pas on fait pas un run sur une fonctionnalité vite vite, on bosse dessus, puis pendant 3 mois on fait rien. C'est vraiment, on est là un petit peu presque tous les jours à gérer les issues sur GitHub, à améliorer un petit peu, à rajouter des choses. Voilà, et tout le temps petit à petit, et c'est ça qui au final fait qu'on arrive à quelque chose aujourd'hui qui est quand même pas mal utilisé et d'une taille quand même raisonnable pour un projet, on va dire, entre guillemets, petit du côté humain. Aujourd'hui, le ressenti, c'est surtout ce manque de personnes qui contribuent et capables, ne serait-ce que par exemple, de répondre à des issues sur GitHub. Il y a des utilisateurs qui, des fois, ne comprennent pas une fonctionnalité ou juste signalent quelque chose qui est lié aux données et pas au logiciel. Et donc, voilà, tout ce travail, finalement, à faire un petit peu seul, de répondre aux utilisateurs tout le temps. Et voilà, et donc qui use aussi un petit peu et qui prend du temps sur l'ajout de fonctionnalités ou l'amélioration qu'on pourrait faire. Voilà, je vais en rester là sur ça, si vous avez des questions. Pas de questions pour moi, mais c'est intéressant. Je connais pas, c'est pas du tout ce domaine-là. Donc, merci pour ta présentation. Oui. J'avais une question. Il y a combien de contributeurs, combien d'utilisateurs? Parce que tu dis petit et grand, et j'ai un peu de mal à imaginer les dimensions que cela recouvre. Oui, alors des contributeurs, comme je l'ai expliqué, sur le code, il n'y a que moi, et sur le déploiement serveur intégration, il y a une autre personne. Ensuite, il y a peut-être une 50aine de contributeurs qui ont un jour contribué sur une analyse ou un petit peu plus sur ajouter un contrôle ou corriger une faute d'orthographe, voire créer quelques analyses. Et un nombre d'utilisateurs, c'est très difficile à dire parce qu'on ne trace pas les utilisateurs, donc je ne sais pas. Mais dès que c'est en panne, par exemple, tout de suite, dans la minute qui suit, des personnes qui me contactent pour dire que c'est en panne. Ça, c'est clair. Ouais, mais très intéressant, effectivement. Merci bien, Frédéric, encore une fois, pour le contacter après, hein, s'il y a d'autres questions qui viennent ou autres. Et du coup, on va passer la parole à Sylvain Vallès qui va nous parler de son parcours, peut-être un peu d'Elastic ou également de son parcours. Un peu d'Elastic, un peu d'Apache, un peu de tout ça. Je vais partager mon écran parce que j'ai préparé quelques slides. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais. Très bien. Hop là. Je vais ramener la vidéo ici. Toc. Allez. Donc voilà, donc je vais faire en 10 minutes top chrono 30 ans d'activité professionnelle. Non, on va s'arrêter à 20 ans seulement. Et comment je suis passé donc, à travers différentes expériences dans l'open source, notamment de Apache à aujourd'hui Elastic. Donc il y a 20 ans, et oui, le temps passe, j'étais cofondateur, donc dans la bande il y avait aussi Olivier Prouveau d'une société qui s'appelait Nima Technologies, où on avait des activités alors très variées. Des fois, même, on avait un peu de mal à expliquer à nos clients parce que c'était une espèce de foisonnement technologique, mais on avait une activité qui était centrée sur, d'un côté, le web, de l'autre côté, sur des projets Eclipse. Et pour le web, on utilisait un projet qui s'appelait Apache Cocoon, donc un framework web et XML à l'époque, c'était la grande époque du XML, qui était en gros le socle technique de tous nos projets web. Donc, moi, curieux, j'ai été fouillé dans le code, j'ai trouvé des bugs, j'ai commencé à poser des questions, j'ai contribué des bugs fixes. Ensuite,
j'ai commencé à contribuer à des nouvelles fonctionnalités, à participer aux discussions. Et puis un jour, en 2001, j'ai eu la bonne surprise d'être élu commiteur sur le projet. Alors, commiteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de contributeurs qui participent à la vie du projet à travers les mailing lists ou des patchs ou ce qu'on appelle maintenant des pull requests. À l'époque, c'était des patchs. Eh ben, on vous donne les droits d'écriture sur le projet et vous avez une jolie adresse sylvain@tapage.org. Donc ça, c'est une grande fierté personnelle. Mais au-delà de ça, on va voir que ça a eu des répercussions importantes sur l'entreprise. Ensuite, en 2003, après avoir été commiteur sur plusieurs projets chez Apache, j'ai été élu membre de la Fondation Apache. Alors, le membre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on verra, la Fondation Apache étant une association à but non lucratif, c'est un peu comme les adhérents d'une association qui ont des droits de vote sur les orientations, le budget, le conseil d'administration, etc. Et en 2004, j'ai fini comme vice-président de la Fondation parce que je suis devenu donc, le chair d'un des projets. Donc, premier vice-président français de la Fondation Apache, plutôt cool. Donc, quel intérêt, là je vous ai décrit un peu mon parcours, mais quel intérêt pour Newer Technologies, l'entreprise, de s'impliquer dans l'open source? Alors, tout ce que je vais raconter, en fait, c'est arrivé de manière spontanée. On ne l'a pas planifié, on ne l'a pas réfléchi, on a appris au fur et à mesure. Maintenant, ces choses-là sont des choses qui sont un peu plus étudiées et documentées. Premier bénéfice pour une entreprise de participer activement au développement d'un produit open source, c'est que vous pouvez orienter le développement du produit. Donc, orienter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit apporte des fonctionnalités de base qui vous apportent des bénéfices pour aller plus vite dans le développement, mais il manque des choses, toujours. Donc, on va contribuer à ce produit-là, on va contribuer à l'orientation, on va contribuer au développement, et en contribuant au développement, on partage finalement l'investissement R&D avec les autres contributeurs. Parce que ce qu'on apporte souvent, c'est la vision qu'on a de la fonctionnalité. Elle peut être parcellaire ou incomplète, ou correspondre uniquement à notre use case, et d'autres veulent venir contribuer, apporter, enrichir notre propre apport. Donc finalement, c'est une espèce de R&D partagé entre tous les contributeurs, entreprises ou individus qui participent au projet open source. Une autre chose qu'on a découvert qui est extrêmement intéressante, c'est que ça construit une visibilité. Donc là, on passe sur une notion marketing et commerciale, bottom-up, c'est-à-dire qu'on part de la base, les techniciens, les développeurs, pour revenir sur du commerce. Alors au niveau local, sur Toulouse, mise en avant de notre expertise. Quand on arrivait chez des clients comme Airbus ou Air France en disant voilà, on est impliqué dans la Fondation Apache, on est membre de la Fondation Apache, etc. Tout de suite, la porte s'ouvre et on vous dit venez nous parler par rapport à une SS2I standard, entre guillemets, qui n'a pas cette expertise. Au niveau national, on a eu des choses très intéressantes. Un jour, on se fait un coup de fil. Bonjour, on utilise Apache Cocoon, on a un gros projet, on a besoin d'expertise. Est-ce que vous faites de l'expertise? Non, mais oui. Et en fait, la boîte en question, c'était une société à Rennes qui faisait la gestion de contenu pour servicepublic.fr. Ils utilisaient Apache Cocoon, ils avaient besoin de conseils, ils avaient besoin de formation. Donc de là, on a développé toute une activité de formation et d'expertise qui est née simplement de cet appel entrant parce qu'on était visible dans la communauté open source. Et puis après, au niveau international, le fait de s'impliquer comme ça dans des projets open source fait qu'on construit donc cette visibilité non pas au niveau local, mais au niveau mondial. Et là encore, un appel entrant un jour, un membre de la Fondation Apache qui me dit « Ah, je suis CTO d'une boîte en mode sous-marin, là, on fait des choses autour de la télévision sur IP et je construis une équipe d'ingénieurs de bon niveau et je recrute des gens que je connais à travers la Fondation Apache. » Il se trouve que c'était le projet Just, donc le Next Project, comme on dit, des fondateurs de Skype, la télévision sur IP. Et pendant 2-3 ans, on a eu à Toulouse, chez Anywhere, une équipe de 15 personnes où on avait carte blanche totale au niveau techno, on s'est éclaté. Le projet aussi a éclaté d'ailleurs en vol, mais bon, pour des raisons de business plus que techniques. Voilà, donc en gros, pour dire que le fait de contribuer pour une entreprise avec l'open source a une conséquence directe quand on construit cette visibilité sur le business. L'autre intérêt, c'est que ça ouvre l'entreprise sur le monde extérieur. Petite entreprise, on peut être un peu en circuit fermé, une espèce de culture interne autarcique. Contribuer à l'open source permet de s'ouvrir sur le monde extérieur. Donc, apprendre les bonnes pratiques de l'industrie, éduquer vos employés à travailler dans un environnement international. Comme on l'a vu, construire une visibilité et une reconnaissance pour l'entreprise. Et puis, pour les employés, ce n'est pas innocent, ça leur donne une
respiration, ça leur permet de voir un petit peu en dehors des murs de l'entreprise, ça leur permet d'augmenter énormément leurs compétences, parce que, bon, il ne faut pas se voiler la face, hein. Quand on contribue à des projets open source, il y a du gros niveau, donc on apprend aussi, on apprend énormément. Et au final, chez Anywhere, on a eu, je ne sais plus, 6-7 committeurs sur différents projets Apache, Eclipse. Donc, on avait une vraie dynamique autour de ces choses-là et surtout une grande liberté qui nous était offerte par l'entreprise. Donc, c'était intéressant. Donc, la Fondation Apache, rapidement, donc, une organisation à but non lucratif, statut américain, qui offre 3 cadres importants. Alors, Gaël a évoqué un peu ça dans le cadre d'Eclipse, un cadre juridique, donc tout ce qui est propriété intellectuelle. C'est la Fondation Apache qui est détenteur de la propriété intellectuelle, qui évite tout un tas de problèmes juridiques quand vous avez des procès en violation de brevets, de trademark ou autre. Un cadre organisationnel, donc là on parle plutôt de gouvernance, hein, comment fonctionnent les projets, quelles sont les règles d'organisation, comment est-ce que se prennent les décisions, et un cadre technique. Alors, c'est un peu moins important maintenant avec tout ce qu'on a avec GitHub et compagnie, mais à l'époque, au début des années 2000, avoir des serveurs de gestion de conf, de l'intégration continue, etc. à disposition, c'était appréciable. Donc, Apache, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, hein, 300 projets, HTTPD, Tomcat, beaucoup de big data, des bases de données, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. La philosophie d'Apache, important, on considère que la communauté est plus importante que le code. Donc, chaque projet est une tribu des Indiens indépendante, c'est-à-dire qu'elle a son propre mode de fonctionnement au sein du cadre fixé par les règles de gouvernance de la Fondation. Et puis, l'idée, c'est de dire que la vitalité de la communauté garantit la longévité du projet. Un projet sans contributeur, il meurt, même si techniquement il est excellent. Donc, notion de darwinisme logiciel. Le projet Cocoon que j'évoquais, maintenant, il faut bien le dire, il est à peu près mort. Les gens me disent, mais tu ne regrettes pas qu'il soit mort, etc. Non, c'est comme ça. Techno évolue. On passe à autre chose. Les décisions se font essentiellement par ce qu'on appelle le consensus mou, c'est-à-dire bonjour, je vais faire ça, quelqu'un a quelque chose à dire, sinon je fais. Et puis des votes pour décider les grandes orientations. Donc là aussi, comme l'a évoqué Gaël pour Eclipse, c'est une méritocratie. Donc on passe d'un contributeur, je fais des patchs, des pull requests, on devient committeur, droit d'écriture sur la gestion de conf, à member, où là on prend part à l'organisation de la fondation. Alors moi j'ai suivi ce parcours. Donc voilà pour la phase Apache. Après, donc fast forward, je fais plein de trucs de 2008 où Anywhere a été racheté jusqu'à 2016. Donc Goodjet, Scoopit, Sigfox, j'ai lancé ma boîte, j'ai planté ma boîte, j'ai créé OVH Toulouse. Et finalement, en 2016, je suis arrivé chez Elastic, donc pour rejoindre l'équipe cloud. Alors Elastic, j'imagine que beaucoup de gens connaissent aussi. C'est un peu l'outil, le de facto standard dès qu'on a affaire de la recherche, soit de la recherche plein texte, soit de l'analyse de log. L'histoire est intéressante. Donc, en 2010, un gars tout seul, qui s'appelle Shai Benon, décide d'écrire un serveur au-dessus de Apache Lucene, qui est une librairie d'indexation plein texte. Puis il fait ça tout seul dans son coin, il le publie en open source, et il commence à y avoir des gens qui s'agrègent autour de ça. Pour au final, en 2012, créer une entreprise qui s'appelle donc Elastic. Le produit, c'est Elasticsearch, l'entreprise, c'est Elastic, qui au début proposait uniquement de la formation, du support, de l'expertise. Chose intéressante, des produits phares de l'entreprise maintenant, comme Logstash et Kibana, étaient initialement des produits communautaires développés en dehors de l'entreprise Elastic et qui ont rejoint l'entreprise. Donc concrètement, c'est quoi? C'est qu'on a embauché les développeurs. Mais ça a permis comme ça de créer un portfolio d'un écosystème avec vraiment des racines ancrées très fortement dans le monde de l'open source. Donc, chez Elastic, on va dire 3 niveaux d'open, en quelque sorte. Donc, les produits open source, ceux que j'appelle moi les produits de fondation, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats, sont vraiment les produits de base qui déjà font énormément de choses sous licence Apache. Elastic est le principal contributeur à la librairie Apache Lucene. Au-dessus de ça, on a des produits donc, à source publique. C'est une licence commerciale, mais le source est disponible sur GitHub. On a voulu rendre le code visible. Le développement aussi est ouvert. Et ce sont essentiellement des produits verticaux installables. Donc, on va trouver Application Performance Management, du Machine Learning, du search un peu plus évolué, des choses comme ça. Et puis, du source fermé, c'est tous les produits en mode SaaS.
Donc, pour l'entreprise, l'open source, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Shai Benon qui le dit, c'est que ce n'est pas un modèle business, c'est un modèle de distribution. Donc, on a une distribution virale. À chaque fois que je parle dans une conférence, je dis qui utilise Elastic, il y a au moins les 3/4 de la salle qui lèvent la main. Et je dis qui est client, ben là, il y en a 3-4. Mais ce n'est pas grave. Si sur la masse des gens qui utilisent Elastic, il y en a quelques pourcents qui sont clients, et ben, ça fait une belle boîte. Voilà. Donc, là encore, stratégie bottom-up. Quand on rentre en contact avec des gens qui veulent acheter nos produits commerciaux, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils connaissent et ils utilisent déjà nos produits. Donc, la discussion, elle est facile, parce qu'on n'a pas à dérouler tout le pitch de ce que font nos produits. Les clients le savent déjà. Et puis, une grosse activité SaaS, donc c'est l'équipe où moi je travaille. On héberge aujourd'hui 60 000 clusters Elasticsearch dans 30 régions sur Amazon, Google, Azure. Donc, c'est une grosse activité qui fait plus de 100% de croissance annuelle. Et tout ça parce que les gens installent Elasticsearch dans leur coin et puis se disent, bon, je ne vais pas m'embêter à le gérer moi-même, je vais le prendre en hébergé. Donc, comme je disais, le modèle de développement est ouvert. Tous les produits open source ou public source, le développement se fait en public. Donc, tout le travail des équipes se fait sur GitHub. Les contributions sont évidemment bienvenues. Par contre, comme c'est de l'open source d'entreprise, les committers sont forcément des employés. Il n'y a pas de personnes non employées Elastic qui aient des droits d'écriture sur la gestion de conf. Alors, si vous voulez être employé chez Elastic, devenir contributeur régulier est évidemment la voie royale, puisque les contributeurs les meilleurs, on les embauche. Voilà. Organisation, 2000 employés, remote first, donc tout le monde n'est pas en télétravail, encore que là, actuellement, si tout le monde est en télétravail, mais classiquement, 80% de l'entreprise est en télétravail. 60 à 70% de croissance annuelle, entrée en bourse fin 2018, donc c'est une boîte qui tourne bien. À Toulouse, on est 6. J'ai été tout seul pendant 2 ans. Maintenant, on est 6 à travailler dans la sécurité, le cloud, l'intégration Kubernetes, le support. Et on n'a pas de bureau, chacun chez soi, ce qui n'empêche pas qu'on se voit régulièrement pour aller prendre une bière, manger au resto, et puis se faire un petit zoom, comme on fait avec les collègues qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, donc j'ai mis quelques liens là, pour aller plus loin, des conférences, des podcasts que j'ai faits qui expliquent un peu comment tout ça fonctionne. Et puis voilà, donc, si vous avez des questions. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. Tu arrives juste à la fin, c'est très bien. C'est même frustrant chaque fois parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de questions. Notamment, toi, j'imagine qu'il y aurait bien les questions sur Equid du sujet Amazon qui lance une offre avec, etc. Et c'est marrant parce que tu dis les meilleurs contributeurs, on les embauche, mais pour être contributeur, il faut être salarié. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même… Non, la distinction, c'est committeur versus contributeur. Contributeur, c'est celui qui fait une pull request. Le committeur, c'est celui qui, effectivement, les rend facture. Qu'est-ce que… Alors oui, donc sur Amazon, en 30 secondes, donc effectivement, il y a une guerre ouverte, entre guillemets, entre Amazon et les grands éditeurs de logiciels open source, surtout ceux qui fournissent des systèmes de base de données au sens large du terme. Donc c'est effectivement, Amazon est notre premier concurrent sur le SaaS. Ce qui n'empêche pas que la grande majorité des clients qu'on a sur le SaaS tournent chez Amazon aussi. Donc, le fait qu'on ait une partie du code qui soit public, mais sous une licence propriétaire, participe à cette bataille, entre guillemets, avec Amazon, dans le sens où Amazon n'a pas le droit de fournir ses services à licence à source publique sur leur offre SaaS. Donc, c'est comme ça qu'on crée un différenciant en restant malgré tout dans une philosophie open, même si la licence n'est pas techniquement de l'open source, au sens licence Apache. C'est pour ça qu'on a ces 2 niveaux de licence, en fait. C'est pour garantir une différenciation vis-à-vis d'Amazon, entre autres, tout en gardant ce modèle ouvert. Parce que vous avez évolué récemment, justement, pour tenir compte de cette problématique. Oui, tout à fait. Et les contributeurs assignment, enfin les copyright assignment, vous ne faites pas, typiquement pour les aspects justement committeurs, contributeurs, c'était pas envisageable? Si, ça on le fait pour les contributions, effectivement pour les contributions importantes. Donc on a des contributeurs license agreement. Par contre, la propriété intellectuelle, enfin c'est un vaste terme, la propriété intellectuelle, parce que
mais le copyright et le droit de redistribution restent à Elastic. Oui, tout à fait. Très bien. OK, bon, je pense qu'on a atteint le temps. Encore une fois, s'il y a quelques questions pour la suite. Merci bien, Sylvain. Et du coup, on passe la parole à Émile Vosges, qui va nous parler, lui, de son parcours, et notamment, j'imagine, de sa récente société et opérations. Merci, Sylvain. À toi, Émile. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon. Et est-ce que vous voyez mon écran que je partage? Oui. Cool. Oui. Oui. Super. Oui. Bonjour à tous. Du coup, merci de m'accueillir pour pouvoir parler un peu de mon parcours et de ce qui se passe autour de l'open source chez Contenous. Donc, je vais commencer par quelques mots à propos de moi. Donc, je suis développeur à la base depuis de nombreuses années maintenant. Même si aujourd'hui je suis basé à Lyon, bon, j'ai travaillé à Paris, chez Thales, j'ai travaillé pas mal d'années à Toulouse, genre 8 ans, chez Airbus, chez Lyra, j'ai travaillé chez Zenica et en 2015, donc j'ai toujours eu évidemment un rapport très proche de l'open source en étant développeur, hein, plutôt back-end de mon côté. Ouais, j'ai toujours été très proche de l'open source, j'ai toujours contribué à droite, à gauche, mais ça n'a jamais non plus été une immense, enfin comment dire, la majeure partie de ma vie professionnelle, hein, parce que je travaillais en entreprise et c'est pas forcément évident de produire du code open source quand on est en entreprise. Mais ceci dit, en 2015, du coup, je travaillais sur des plateformes, sur la mise en place de plateformes microservices, et j'ai eu besoin à ce moment-là d'un reverse proxy dynamique directement intégré à ces plateformes. Alors, les plateformes de l'époque, hein, c'était Mesos, c'était Docker, etc. C'était pas encore Kubernetes, pour le coup. Et avec les reverse proxy existants, ça restait compliqué, l'intégration était complexe. Et du coup, j'ai décidé de travailler sur un projet perso pendant quelques mois, et j'ai fini par open sourcer un proof of concept, en gros, sur GitHub en septembre 2015 et qui s'appelait Trafic. Bon, et du coup, au bout d'une semaine qu'il était sur GitHub, que j'avais plus de 1000 stars et qu'il avait fait la une d'Hacker News et que l'activité était un peu en folie, je me suis dit qu'il se passait quelque chose que je n'attendais pas du tout d'ailleurs, ce n'était pas du tout prémédité. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon job et de créer Contenous, la société qui du coup est derrière Trafic aujourd'hui, et dont je suis le CEO. Aujourd'hui, Contenous, donc c'est forcément le plus gros contributeur de Trafic, mais également d'autres projets open source. Donc rapidement, Trafic, c'est j'explique rapidement, c'est un reverse proxy, un load balancer, un ingress controller, vous l'appelez un peu comme vous voulez, qui est capable, qui est intégré dans tous les, on va dire, dans tout l'écosystème cloud native. Et donc qui est intégré à Kubernetes, qui est intégré à Mesos, qui est intégré avec Docker, qui est intégré avec Prometheus, qui est intégré avec plein de choses, tout cet écosystème, et en gros qui est un reverse proxy un peu moderne, simple d'utilisation, et qui a toujours un énorme succès auprès d'une large communauté. Mesh, c'est un autre produit qu'on édite, qui est un service mesh. Donc cette fois, ça gère, si un reverse proxy, ça gère les connexions entrantes entre Internet et une infrastructure. Un service mesh, ça gère les connexions internes à l'infrastructure entre chaque microservice. Donc Mesh, c'est basé sur Trafic, et donc ça permet, comment dire, ça permet de faire du traffic management, de faire de l'observability entre tous vos microservices. Donc l'intérêt, c'est que ça reste hyper simple, basé sur Trafic et super lightweight, comparé à d'autres services mesh comme par exemple Istio. Et enfin, Yagi, ça c'est un projet un petit peu à part, dont on se servira plus tard. Yagi, c'est un interpréteur Go, donc là, ça n'a rien à voir.
parce que du coup, il faut savoir que Trafic, Mesh sont écrits en Go, qui est un des langages les plus utilisés aujourd'hui dans le domaine de l'infrastructure. Docker, Kubernetes, Consul, TCP, etc. sont écrits en Go. Et Yagi, c'est un interpréteur de Go. Donc, rien à voir, mais c'est un projet open source et qui a pas mal de succès aujourd'hui parce que c'est le seul interpréteur Go qui interprète le langage de matière complète, quoi. Voilà, donc Trafic, ça reste le plus gros projet de tous, même si Mesh et Yagi, c'est loin d'être négligeable. Mais Trafic a, pour vous donner une idée, a plus de 28 000 stars sur GitHub. Bon, Yagi, 2500, Mesh, plus de 1000. Trafic a été téléchargé plus de 1,7 milliard de fois sur Docker Hub, donc c'est assez fou. C'est dans le top 10 des images Docker les plus téléchargées de 2019, pour vous donner un exemple. Donc, ça reste assez exceptionnel. C'est téléchargé 25 millions de fois par semaine. Il y a plusieurs centaines de milliers de déploiements dans le monde entier tout le temps. Donc, il y a plusieurs centaines de milliers de serveurs qui tournent partout. Et enfin, il y a plus de 500 personnes qui ont contribué au projet, qui sont répertoriées sur GitHub, quoi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un projet qui a pris une ampleur, qui est passé de side project à vrai gros projet open source avec une vraie grosse communauté et énormément de contributeurs, bien plus de contributeurs externes que chez Continuous. Voilà, je voulais parler également, quelques petits points sur, alors ça va peut-être rejoindre un peu ce qu'a dit Sylvain forcément, juste avant. Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir en faisant de l'open source dans une société, ou même pas au sein de la société, mais globalement. Bon, premièrement, en tout cas, moi, ça a été mon premier désir, c'était juste de partager ce que j'avais fait, partager mes idées avec le reste du monde. Et éventuellement, moi, mon secret espoir, c'était que ça intéresse quelques personnes dans le monde et que j'ai du feedback et que ça m'aide à avancer. Ça, c'était le but premier. Mais je trouve que ça reste super intéressant d'avoir un regard externe et d'avoir du feedback. Au niveau plus, on va dire, entreprise, cette fois, clairement, l'open source, ça permet d'avoir une adoption beaucoup plus rapide et éventuellement de créer un standard. Mais ça, c'est éventuellement. C'est si la sauce prend, si le succès est au rendez-vous, ce qui n'est pas du tout évident. Ça reste une espèce de coup de chance d'avoir un projet open source qui marche, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, le fait que ce soit open source permet une adoption beaucoup plus rapide et une adoption internationale tout de suite, quoi. Ça permet, à mon sens aussi, un point très important, surtout quand il s'agit de logiciels infrastructure, d'être beaucoup plus sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'audit de code continuel. Concrètement, le code est transparent, les process sont transparents, etc. Donc, c'est super important. Ça permet d'avoir des standards de code, de process de très haut niveau. Alors ça, éventuellement, ce n'est pas une obligation, mais globalement, ça permet de mettre en avant les bonnes pratiques, globalement. Et généralement, les très gros projets open source ne peuvent pas faire autrement que de mettre en place des bonnes pratiques et des process très, très carrés. Quand je dis ça, je donne juste un exemple, mais sur Trafic, depuis plusieurs années, on ne merge pas une seule pull request sans avoir fait trois reviews par des mainteneurs. 3 reviews, c'est vraiment énorme. Et j'ai rarement vu ça à d'autres endroits, dans d'autres entreprises. Ça permet d'exécuter plus rapidement, forcément. Moi, au début, j'étais tout seul sur le projet. Bon, au final, comme il a eu beaucoup de succès, j'ai rapidement pu être seul. Mais n'empêche que je n'avais pas d'argent au début. Et ça m'a permis déjà d'avancer très vite, beaucoup plus vite que si ça avait été close source et que d'autres contributeurs ne soient pas en possibilité de m'aider. Et enfin, ça permet, au bout d'un moment, de recruter beaucoup plus facilement, d'onboarder les gens beaucoup plus facilement. Forcément, quand on accueille quelqu'un et qui connaît déjà le projet, parce que c'est un projet qui est connu, c'est beaucoup plus facile, l'onboarding. Et évidemment, ça permet d'attirer beaucoup de gens. Par contre, il y a quand même des points plus problématiques quand on fait de l'open source. Et ça, mine de rien, c'est pas souvent qu'on se rend compte à quel point ça peut poser problème et ça peut être délicat à gérer.
beaucoup plus délicat dans le monde de l'open source que quand on fait du closed source plus classique. Bon, évidemment, quand on entre sur un projet open source qui a un gros succès, je pense que Sylvain pourra en témoigner, l'afflux d'informations entrant est juste hallucinant comparé à ce qu'on peut vivre sur un projet non open source qui a moins de succès. Forcément, c'est vraiment extrêmement difficile de gérer ça. Donc, tout ce qui est les pull requests, les issues, GitHub, les messages entrant sur Slack, le forum, Twitter, etc., c'est énorme. Et nous, ça nous a demandé d'automatiser énormément de choses pour pouvoir s'en sortir à quelques-uns. Quand on a une communauté de plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers, enfin, on va dire dizaines de milliers de personnes à gérer, c'est vraiment pas facile. Au niveau des communication skills, enfin des compétences en communication, il faut vraiment être très subtil quand on fait de l'open source. Des scènes, on va dire des bad buzz publics, des drames sur Internet, des débats délicats arrivent très rapidement, et très souvent, et il faut être assez subtil dans la façon de gérer ça si on ne veut pas que ça se transforme en bad buzz, quoi. Enfin, souvent, les gens qui ne sont pas contents le crient haut et fort comparé à l'immense majorité des gens qui sont contents, et ça peut vite tourner au bad buzz alors qu'au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Enfin, être open source et vouloir faire de l'argent, vouloir monétiser, ce n'est pas du tout évident. Mais ça, je pense que vous le savez. Mais ce n'est vraiment pas évident. On est toujours, il y a toujours une balance qui est très difficile à savoir entre qu'est-ce qui reste open source, qu'est-ce qui n'est pas open source, mais voilà, toujours une balance difficile entre combien de ressources je mets sur la version, enfin sur ce que je fais en open source et sur le reste. Bref, c'est pas simple du tout. Et enfin, quelle est la team et les process en fonction du succès du projet, c'est super important. Et il faut vraiment être capable de le faire. Très concrètement, entre le moment où vous débutez votre projet seul et le moment où vous vous retrouvez avec 30 000 stars et des millions de téléchargements chaque semaine, les process et l'équipe ne sont pas du tout les mêmes, bien sûr. Et il faut être capable de se mettre à l'échelle très rapidement et de changer ces process tout le temps. Voilà, on a changé 15 fois depuis le début nos process, par exemple, pour reviewer les pull requests des contributeurs. On ne le fait plus du tout pareil aujourd'hui qu'au début. Bon, je vais terminer par quelques points sur Containous. Du coup, on est 30 employés dans pas mal de pays du monde, donc on est très distribué, un petit peu comme Elastic, bien sûr. On a 3 personnes qui sont à Toulouse, mais aussi dans plein d'autres villes en France, dans plein d'autres villes, dans d'autres pays. Mais voilà, ça c'est super important. Et le fait d'avoir des gens un peu partout dans le monde, ça apporte beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, on a des gens en Afrique du Sud, au Brésil, ça apporte beaucoup de choses à la culture de la société. L'équipe open source aujourd'hui, c'est environ 10 devs. Ils gèrent forcément l'implémentation de nouvelles features, mais ils gèrent également, comme je vous l'ai dit, les pull requests. Donc, ils sont obligés de faire des daily, de faire des weekly meetings, etc. pour gérer tout cet afflux d'informations et cet afflux de contributions. On a une gouvernance qui est vraiment ouverte avec des mainteneurs externes. Il n'y a pas que des mainteneurs qui sont au sein de la société. Et ça, depuis le premier jour, même avant que j'ai open sourcé, il y avait déjà un mainteneur externe qui est devenu après un des mainteneurs les plus importants chez Docker, pour le coup. Et du coup, ces mainteneurs nous aident à reviewer les pull requests, nous aident à prendre des décisions sur la roadmap et peuvent assister s'ils souhaitent au meeting des roadmaps. Et enfin, on a des contributeurs. Donc, les contributeurs, c'est vraiment vaste. Hein. C'est le code, mais ce n'est pas que le code. Hein. Ça peut être des blog posts, ça peut être donner des meet-up à propos être speaker à des meet-up, à des conférences, écrire de la doc, etc. On a créé un programme spécifique pour eux, un programme ambassadeur qui permet juste qu'on échange avec eux autour d'endroits où on peut se retrouver, par exemple à des conférences. Bon, alors en ce moment, c'est
pas vraiment la bonne période pour ça. Mais voilà, on a un programme interne, en gros, qui permet de communiquer avec cette communauté, cette sous-communauté, on va dire. On documente publiquement la plupart de nos process, enfin le maximum de nos process, comment on se passe les daily meetings, quel est le process pour ça. Enfin, c'est documenté sur GitHub. Comment se passent les pull reviews, on a un process très précis pour ça, qui est géré à la fois par des humains, mais à la fois par des bots, parce que comme on a tellement de pull requests externes et d'issues à gérer, qu'on a mis plein de bots qui permettent d'automatiser des choses, fermer des issues automatiquement au bout d'un certain temps, enfin bref, ou alors les pull requests, par exemple, ne sont plus mergés automatiquement sur Traefik. Il y a un bot qui vérifie plein de choses, qui vérifie que les tests sont passés, qui vérifie qu'il y a eu tant de reviews, qui rebase automatiquement la pull request sur la branche et qui finalement la merge. Et donc, on n'a même plus à faire ça parce qu'au bout d'un moment, il y a un certain temps, ça nous prenait tellement de temps de juste rebaser et merger qu'on n'arrivait plus à travailler sur autre chose. Donc voilà, on essaie de documenter de façon publique au maximum pour que les gens sachent comment ça se passe, quoi. Et enfin, quelques petits mots sur les tools qu'on utilise. Forcément GitHub, Semaphore.ci, Docker Hub, Netlify, on a un pipeline qui est entièrement automatisé, comme je l'ai dit, que ce soit de la génération des livrables, que ce soit de la documentation qui est également sur le même repository, etc., etc. Tout est complètement automatisé, tout est complètement forcément versionné et c'est la seule façon de pouvoir gérer une si grosse communauté avec autant de contributeurs. Et enfin, au niveau communautaire, on avait Slack, mais quand on a eu 6000 personnes inscrites sur le Slack avec des dizaines de messages tous les jours qu'on n'arrivait plus à gérer, on a décidé d'abandonner et de passer sur Discourse, donc un forum qui est beaucoup mieux pour ça. Et bien sûr, on a Twitter, des mailing lists spécifiques aux alertes de sécurité, par exemple, ou aux news, tout simplement. Et on fait régulièrement des surveys auprès de notre communauté pour avoir plus d'idées sur comment ça s'améliore. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je ne crois pas que j'ai le temps pour les questions. Merci beaucoup. Et bien sûr, quelques liens sur des sites web si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Émile. Très intéressant également, cette expérience. On arrive au bout, donc du coup, tu as eu droit à 2 minutes supplémentaires. Mais du coup, maintenant, il peut y avoir un peu de temps s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas, Gaël, si tu voulais toi rajouter un mot ou un mot de clôture. Avant peut-être de passer à des questions, donc on rappelle, on essaiera d'envoyer un mail à tout le monde pour comme ça avoir les contacts. Et si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas. Je rappelle, c'était le premier d'une série. On réfléchit à la suite. Donc, merci bien déjà à tous les participants et tous les speakers. Voilà. Maintenant, si Gaël, ou quelqu'un veut rajouter quelque chose ou alors donner un peu de temps aux questions, si les gens ne sont pas trop pressés, parce qu'il y a peut-être aussi des contraintes. Mais en tout cas, c'est 11 heures en termes de timing. On a été bien. Je pense que c'est important pour que la qualité de ces meet-up. Vas-y, Denis, c'est quoi la question dans le chat? Comment est-ce que Émile fait pour gérer 500 contributeurs externes et garder une ligne produit cohérente? La question exacte, c'est comment, avec tous les contributeurs externes, tu as parlé de 500, vous arrivez à définir votre ligne produit? Alors, déjà, il faut clarifier, 500, c'est cumulé. Sinon, je pense qu'on n'y arriverait pas. Mais globalement, on en a quand même pas mal. Et oui, effectivement, garder une ligne produit, c'est une vraie question. C'est un peu comme je disais, quoi. En gros, il faut avoir une gouvernance ouverte, avoir des mainteneurs externes. Ça permet déjà d'avoir une balance dans la définition de la ligne produit. Et puis, une ligne produit, on a plusieurs inputs. On a les issues GitHub qui nous permettent de savoir un peu ce qui est réclamé. On a le forum, on a Twitter, on a les surveys. Et on mixe un peu tout ça et avec ça, on fait une ligne. Et puis, je veux dire, nos besoins internes, vision entreprise, bien sûr, ça rentre en compte. On mixe un peu tout ça et on établit une ligne produit. C'est pas la partie la plus simple. On va pas se mentir. Si je peux donner un petit peu le point de vue élastique là-dessus, on a une roadmap produit qui est définie par les product managers, etc. Alors, qui, elle, n'est pas publique.
Par contre, elle se traduit derrière par ce qu'on appelle des meta-issues sur GitHub, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des gros tickets sur GitHub qui listent en gros la fonctionnalité et l'ensemble des tâches à faire, dans lequel les contributeurs peuvent venir d'une certaine manière piocher pour venir contribuer. Donc ça, on va dire, c'est la vision un petit peu descendante de la roadmap vers des contributeurs externes. Et par contre, les contributeurs spontanés qui arrivent avec une idée, soit l'idée est bonne et on le clean, on le raffine de façon à ce qu'elle arrive au final dans le produit, soit des fois aussi on dit non. Voilà, ça c'est une des grandes leçons d'être maintenant d'un projet open source, c'est qu'il faut apprendre à dire non, mais d'une façon qui ne va pas braquer le contributeur, parce que celui que vous refusez un jour peut être quelqu'un d'extrêmement important au niveau contribution le lendemain avec autre chose. Donc il y a, comme disait Émile, tout un travail social et psychologique de la communication qui est extrêmement compliqué, qui est complexe. Il faut faire attention. Hein. On apprend beaucoup en psychologie en étant contributeur open source. Voilà, ça se passe comme ça chez Elastic. Ok, merci à tous. Moi, j'ai appris des choses, rencontré des nouvelles personnes, donc je trouve ça très cool. Et on avait au maximum quelque chose comme 65 participants, donc voilà, je pense que c'est un succès. Après, pour la question sur le product management, j'ai l'impression que le product management, c'est un problème pour tous les éditeurs, parce que soit tu dis non à tes clients, soit tu dis non à tes contributeurs. C'est peut-être un peu différent, et comme tu le disais, Sylvain, sur l'open source, parce qu'il ne faut pas brusquer le contributeur open source. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus global que ça. Enfin bon, je crois qu'on a fait le tour. À mon avis, on a à peu près respecté le temps qu'on s'était donné. Je pense que d'autres sujets, ça peut être les business models, et puis aussi d'autres qui n'ont pas parlé aujourd'hui ont certainement des sujets intéressants sur d'autres angles à proposer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. On en profite pour l'instant à faire ça avec Zoom et j'espère que j'oublierai pas de partager mes slides la prochaine fois que je ferai une présentation. Mais on espère qu'on pourra aussi faire ça en présentiel dès que possible. Oui, tout à fait. C'était une des idées. Ouais. Mais on ne sait pas quand, du coup. On ne sait pas quand. Voilà. Donc, merci à tous et puis bonne journée et à bientôt. À la prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir.